d'accueillir Jordan Jolis. Alors Jordan Jolis n'est pas venu aujourd'hui pour vous parler de l'actualité de la pratique avancée. Il est venu pour qu'il y ait 260 personnes qui lui souhaitent un très joyeux anniversaire. Ouais. Merci. Merci, c'est tout pour moi. Au revoir. Ça t'arrivera qu'une fois dans ta vie, hein, Jordan. C'est vrai que c'était beau. Mais écoute, Jordan, je te laisse la parole et te présenter plus avant. Bon, déjà, bonjour à tous. Merci pour mon anniversaire, mais ce n'était pas forcément le but. Donc déjà, avant de commencer, je suis quand même très content de pouvoir être ici, de pouvoir enfin mettre un visage sur des noms, parce que c'est vrai qu'on échange tous beaucoup sur les réseaux, on discute, mais on ne s'est jamais encore trop vu. Donc c'est déjà une très bonne chose et je suis déjà content de ça. Donc je suis Jordan Jolis, je suis IP-APSM au CHD La Candélie à Agen. Il paraît que ça s'entend, même si moi je le vois pas trop, enfin je l'entends pas trop personnellement, mais on me le dit souvent. Et je suis aussi vice-président de l'UNIPA. Donc en fait, l'intervention que je fais aujourd'hui, elle est prévue de longue date. Et j'étais censé vous parler de l'actualité de la pratique avancée. Je pense que vous êtes tous au courant de l'instabilité politique qu'il peut y avoir dans le pays depuis maintenant plusieurs mois. Donc malheureusement, il n'y a pas autant d'actualité que ce que j'aurais aimé vous présenter. On va quand même faire un retour sur ce qui a pu se passer ces derniers mois, ce qu'on peut espérer. Et après, je vais essayer de faire une présentation pas trop longue pour que vous puissiez surtout poser des questions si vous en avez derrière. Hop. Donc rapidement, je vais faire une petite présentation de l'UNIPA, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Donc l'UNIPA, c'est l'Union nationale des infirmiers en pratique avancée. C'est le syndicat des IPA qui a été créé en 2019 par, à l'époque, des infirmiers qui étaient encore étudiants en pratique avancée. Ils ont décidé de se fédérer, de faire un syndicat pour défendre la profession. Donc les missions, je ne vais pas vous les détailler une par une, c'est avant tout effectivement des missions syndicales, hein, c'est-à-dire négocier pour la profession, défendre les intérêts des IPA, les représenter auprès des instances officielles, etc. Donc voilà, c'est globalement ce qu'on s'attache à faire depuis ce temps-là. Donc rapidement, le bureau qui est élu pour cette année, donc on est 10 si je ne dis pas de bêtises, et le conseil d'administration où vous reconnaîtrez des têtes bien connues ici. C'est ton tour. Donc voilà, je crois qu'on est, il me semble, 12 ou 13 au conseil d'administration. Pour rentrer un peu dans le vif de l'actualité de la pratique avancée, je pense que vous avez tous vu l'adoption de la loi RIST qui a été effectuée au mois de mai 2023, donc il y a maintenant 1 an et demi. Donc cette loi, elle s'intitule à la base la loi qui porte amélioration de l'accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé. Donc elle ne concernait pas que les IPA, elle concernait aussi d'autres professions. Il y avait les IDE qui étaient à l'intérieur, les kinés, etc. Et donc il y avait des articles qui étaient dédiés aux IPA pour élargir notre champ de compétences et pouvoir améliorer l'accès aux soins, puisque c'était le but de la loi à la base. Donc l'article, on ne va pas faire d'un cours juridique ou autre, hein, c'est juste pour présenter les différentes avancées qu'il y a eu. L'article 1, lui, parlait surtout de la primo-prescription, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Donc en fait, il ouvre le champ de la primo-prescription et il renvoie ça à un arrêté qui allait détailler ce que les IPA pouvaient primo-prescrire. Cet arrêté devait être pris avec avis de l'HAS, de l'Académie de médecine et des ordres concernés, donc ordre des médecins, ordre national des infirmiers. Et devait ensuite passer en Conseil d'État. Donc en fait, pour être tout à fait transparent sur le sujet, l'arrêté a été fait. Donc en fait, il y a eu des concertations qui ont duré un certain temps. L'arrêté, il est écrit, il y a tout qui est mis dedans, ce qu'on peut primo-prescrire ou autre. Donc en fait, il se détaille en une liste pour toute mention confondue, une liste commune, et une liste après spécifique à chaque mention. Donc cet arrêté a été fait. Il est en attente de signature et d'envoi au Conseil d'État pour qu'il soit ensuite promulgué. Donc voilà, on espérait que ça puisse se faire, parce qu'en fait les derniers petits réglages ont été faits quelques temps avant la dissolution, donc ça devait partir théoriquement au Conseil d'État. Malheureusement, ce n'a pas été le cas, et donc les travaux doivent être repris avec le nouveau gouvernement.
Mais en tout cas, les travaux ont été faits et tout a été travaillé sur ce sujet. L'article 2, lui, parlait plutôt toujours l'article 1, pardon, mais la deuxième partie parlait de l'accès direct pour les IPA. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que là, on est dans le cadre d'une loi. Donc cette loi prévoit l'accès direct. Donc en fait, la loi prend le pas sur tous les textes qu'il y avait à l'heure actuelle. En sachant que la loi, c'est tout ce qui est écrit là, ne renvoie à aucun décret d'application. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de décret d'application pour que cette partie-là entre en vigueur. Donc l'accès direct est bel et bien en vigueur à l'heure actuelle. La seule chose, c'est qu'il est en conflit avec les décrets qui existent à l'heure actuelle pour la pratique avancée. Et donc ça doit amener à une modification des décrets qui existent à l'heure actuelle. Donc c'est aussi ce travail-là qui devait être fait conjointement avec l'arrêté de primo-prescription. Cette modification des décrets a aussi été travaillée, a aussi été écrite. Elle aussi, elle attend qu'une chose, c'est de partir au Conseil d'État pour après être signée. Mais les travaux, encore une fois, été faits. Juste pour reprendre, parce que c'est vrai que des fois, c'est pas toujours clair sur l'accès direct, il concerne les personnes qui vont travailler en structure d'exercice coordonné au sens de la loi. Et donc, ces structures, elles sont détaillées ici. Donc, vous avez les hôpitaux, établissements de santé publics, privés, donc c'est les hôpitaux, cliniques, les établissements de santé sociaux, médico-sociaux, pour les établissements pour les personnes handicapées adultes, les ESP, les MSP et les centres de santé. Donc, dans ces lieux-là, les personnes qui sont IPA et qui travaillent peuvent avoir l'accès direct. Dans tous les autres lieux, ce n'est pas le cas. La seule condition qu'il y a pour cet accès direct, c'est que l'IPA, quand il va faire sa consultation, il devra obligatoirement envoyer un courrier au médecin traitant du patient. C'est la seule condition pour pouvoir avoir cet accès direct-là. Ensuite, les autres articles les autres parties sont un peu moins intéressantes au niveau de l'exercice, c'est surtout pour prévoir le remboursement et le fait que ça doit être inscrit dans la convention infirmière, ce qui n'est pas encore le cas. Donc théoriquement, si on reste vraiment au sens strict de la convention à l'heure actuelle, un IPA qui va faire de l'accès direct en ville, par exemple, normalement, ne peut pas se faire rembourser les soins de cet accès direct-là. Alors après, il faut toujours que la CNAM voit que c'est de l'accès direct, ce qui est un peu complexe. On nous avait aussi parlé d'une certaine tolérance sur ce point-là qui n'est pas toujours appliquée de la part des caisses. Bon, ça, c'est un autre problème qu'on essaie de régler, mais qui passera forcément par une renégociation de la convention infirmière qui devait être faite dans cette fin d'année. Avec l'instabilité politique, on ne sait pas si ça sera le cas ou pas. L'autre partie, c'est l'abrogation de l'expérimentation qui avait été faite pour l'accès direct, justement, parce qu'en fait, une expérimentation devait être faite. Vu que là, c'est rentré définitivement dans la loi, l'expérimentation d'avant a été abrogée. Et la dernière, par contre, c'est une autre expérimentation qui, elle, est mise en place pour l'accès direct en CPTS. En fait, les CPTS ne sont pas considérés dans les structures d'exercice coordonné pour l'accès direct prévu par la loi. Du coup, une expérimentation est lancée. Elle aura lieu dans certains départements pendant 5 ans à compter de l'apparition de la loi. Donc là, ça fait déjà 1 an et demi qu'elle est passée. Donc l'expérimentation est censée avoir commencé, mais elle n'est toujours pas faite en réalité. Et on ne vous cache pas qu'on a privilégié plutôt les apparitions des textes précédents plutôt que l'expérimentation, mais elle doit aussi apparaître bientôt. Donc voilà, ça c'est la synthèse de cette loi. On pourra passer les diapos, il n'y a aucun souci, si vous le voulez, il n'y a pas de problème sur ça. Deuxième point sur lequel je voulais juste vous faire un petit détail, c'est sur la rémunération, parce que je pense qu'on est tous concernés par ça pour le coup. Ça a été un des gros chantiers qu'on a effectué sur l'année passée. Et c'est là aussi où on pâtit vraiment du changement de gouvernement, c'est qu'on avait énormément avancé sur ce sujet, notamment avec le ministère de la fonction publique, puisqu'on avait relevé l'incohérence en fait, des rémunérations des IPA. Là, en fait, je vous mets juste une petite comparaison internationale pour voir les écarts salariaux entre les IDE et les IPA. Donc on voit qu'en fait, à l'international, les écarts peuvent être assez importants. Ce qu'on constate quand on regarde la littérature, c'est qu'en moyenne, dans les pays de l'OCDE, il y a un écart salarial de 40% entre un IDE et un IPA. Nous, on a fait ces tableaux-là pour la France. Donc en fait, on a détaillé dans le public... Ah oui, j'en parle pas, mais je ne parle pas du libéral parce que je pense que c'est même pas la peine d'en parler. Un IPA, un libéral, avec la dernière convention, c'était 700 € par mois. Aujourd'hui, on est passé à 900 € par mois. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de diapo pour en parler, c'est suffisamment ridicule en soi. Donc là, pour public, privé et Azalée, pour comparer. Donc en fait, on voit qu'en début de carrière, dans le public, on va avoir 14% d'écart entre un IDE et un IPA. Sachant qu'en fait, ça, c'est sur le papier.
Parce que si vous regardez la petite astérisque, un IDE, pour pouvoir être IPA, aura forcément 3 ans d'expérience. D'accord ? Donc il ne sera pas à l'échelon 1 quand il démarrera en tant qu'IPA. Enfin, il ne sera pas à l'échelon 1 IDE quand il démarrera en tant qu'IPA. Donc en réalité, l'écart réel de salaire est de 0,67% entre un début de carrière IDE et un début de carrière IPA. Ce qui est voilà, 0,67, je pense qu'on peut dire 0, on est d'accord sur ça. Donc l'écart est infime. Et en fin de carrière, on voit qu'on est à presque 6% d'augmentation, ce qui est extrêmement loin des 40% qu'on peut voir dans les autres pays. On voit que le privé s'en sort un peu mieux, même si on ne peut pas dire que ce soit terrible. Pour le coup, Azalea sont ceux qui s'en sortent le mieux avec les écarts de salaire entre IDE et IPA. Donc pour appuyer là-dessus, nous aussi, on a fait des enquêtes. Vous avez certainement pu y répondre, c'était il y a 1 an et demi. En fait, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a en moyenne une augmentation salariale pour quelqu'un qui était IDE, qui est passé IPA, de 4%. D'accord ? Donc ça fait en moyenne, je crois, 90 € et en médiane, 50 €. En sachant qu'il y a des biais dans cette enquête-là, puisqu'il y a des gens qui, avant, quand ils étaient IDE, n'avaient pas encore le Ségur de la santé, puisque c'était en 2018-2019. Et donc, ils l'ont eu en tant qu'IPA, donc forcément, ça a gonflé les chiffres. Donc, je pense que si on enlève ces biais-là, on a une moyenne de 50 € à peu près, sachant que la FHF, elle aussi, de son côté, a fait une enquête où elle montre qu'il y a 38 € d'écart. Donc, comme quoi, on ne fait pas un travail trop syndical, on est presque au-dessus des chiffres de la FHF. Donc pour le privé, c'est un peu plus haut, mais on voit que c'est quand même pas non plus exceptionnel. Donc là, ça a été un vrai travail sur la dernière année. On a fait un gros boulot auprès du ministère de la fonction publique qui voulait faire des IPA un exemple en fait de ce que pouvait apporter leur réforme pour des gens qui reprenaient des études. Cette réforme-là devait être mise en place sur le dernier trimestre 2024. Elle ne paraîtra probablement jamais, malheureusement, donc ça va être tout un travail qui va être à refaire, mais on va le refaire, on est là pour ça. Mais c'est dommage parce qu'on avait beaucoup avancé sur ce sujet. Et le dernier petit point, c'était plus sur les perspectives qu'on allait avoir sur le futur. Donc, on est comme vous, on vient d'avoir le nouveau gouvernement qui est arrivé. On ne sait pas encore trop ce que ça va donner à ce niveau-là. Donc on attend de voir les orientations qui vont être prises. On va déjà prioriser l'apparition des textes. On va aussi bien entendu retravailler sur les rémunérations. Il y a aussi des choses qui sont un peu plus obscures mais qu'il va falloir éclaircir, notamment au niveau juridique, sur avoir un statut plus clair pour les IPA. Aujourd'hui, on voit qu'on est souvent dans le flou avec les IDE dans les textes. C'est-à-dire que par exemple, sur la vaccination, on l'a vu, les textes parlaient du fait que les infirmiers pouvaient prescrire des vaccins, mais qu'il fallait se former spécifiquement pour ça. Or, nous, il y en a beaucoup qui, à la fac, ont eu les formations spécifiques pour ça. Mais vu qu'on est considéré dans les infirmiers, on doit repasser une formation, même si on a déjà été formé pour ça. Donc, en fait, nous, ce qu'on veut avoir, c'est un statut clair et défini. Donc, après, ça peut avoir plusieurs aspects. Ça peut être, par exemple, une profession médicale intermédiaire. Pourquoi pas ? Il faut voir comment ça peut s'articuler, mais c'est ce qu'on recherche, nous. Ce qu'on recherche aussi, c'est avoir une convention nationale propre pour pouvoir négocier pour nous-mêmes, en fait. Parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, je parlais rapidement du libéral tout à l'heure, ce sont les infirmiers libéraux qui négocient pour nous dans la convention pour nos rémunérations. Alors effectivement, à l'heure actuelle, ça se passe très bien, on s'entend bien avec eux, on arrive à négocier nous, ils nous laissent la place pour qu'on puisse mettre nos modèles à nous, mais on ne sait pas comment ça peut se passer à l'avenir. Et c'est pour ça que pour la pérennité de la profession, on pense qu'il nous faut une convention nationale propre et que du coup les syndicats de la profession puissent représenter la profession dans ces négociations-là. Donc c'est sur ça qu'on va axer les choses sur les prochains mois. Voilà, ça c'est les perspectives pour le syndicat sur les mois à venir. Je pense que vous le savez, un syndicat il peut rien être sans ses adhérents. Nous, ce qu'on veut, c'est représenter la profession au mieux. Pour ça, effectivement, on a besoin de vous tous, et pas forcément qu'en termes d'adhésion ou autre, même dans ce que vous faites aujourd'hui ou ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire prendre la parole, s'exprimer, présenter la profession. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas forcément trop ça, qui sont un peu réticents par rapport à ça, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux sont aussi un vecteur majeur pour le développement de plein de choses, et ça fait partie des choses qu'il faut investir aussi. On voit qu'il y a des professions qui sont extrêmement actives dessus, qui arrivent énormément à mobiliser dessus. C'est aussi un enjeu, même si, encore une fois, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais voilà, on a besoin de tout le monde dans sa spécificité. Chacun peut apporter quelque chose de différent. Et c'est un élan collectif qui doit y avoir, outre
voilà, le syndicat, les associations, etc. Je pense qu'il faut que chacun prenne conscience qu'on est assez peu sur le territoire et on a besoin de l'investissement de chacun au quotidien pour faire avancer la profession. Mais voilà, je pense qu'on peut tous se dire qu'on va y arriver. On a une profession jeune, on nous l'a encore dit ce matin, on est dynamique, on a obtenu beaucoup de choses. C'est quelque chose qu'on nous renvoie beaucoup en fait quand on rencontre les décisionnaires, c'est que on nous dit souvent, vous savez, vous êtes une profession jeune, vous allez très vite, vous avez obtenu des choses très rapidement, beaucoup plus que d'autres professions qui ont mis plus de temps. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la même temporalité. C'est vrai que nous, on est au quotidien, on a un peu la tête dans le guidon, on attend d'avoir des choses très rapides. Mais c'est vrai que pour les gens extérieurs, on va relativement vite. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à trouver cet équilibre-là. Mais je pense qu'on va finir par y arriver. Je vous remercie pour votre attention. Et puis on va passer aux questions pour ceux qui en ont. Merci Jordan. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle ? Alors en attendant que les gens réfléchissent, moi j'en ai une. Donc tu es investi auprès de l'UNIPA depuis quelques années déjà. Tu exerces en établissement public de santé. Comment ça se passe le détachement éventuel pour ton investissement dans tes missions syndicales, parce que ça te prend énormément de temps, c'est beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions, beaucoup de mobilisation. Comment tu articules ça ? Alors c'est vrai qu'effectivement on a beaucoup de réunions, alors, on essaie de faire le plus possible en distanciel parce que c'est vrai qu'on est tous un peu éclatés dans la France, hein, on a vraiment aux quatre coins du pays. Donc en fait quand c'est des réunions entre nous, on privilégie vraiment la visio pour pouvoir échanger. Quand c'est des réunions au ministère par exemple ou autre, quand on peut le faire en visio, on le fait. Sinon on essaie quand même de maximiser le présentiel c'est quand même plus facile d'échanger comme ça. Donc c'est vrai qu'avec mon établissement, j'ai pris contact avec eux parce que je pouvais pas, c'était compliqué de toujours poser des congés ou autre parce que ça amputait quand même pas mal sur les jours de congés. Et donc ils ont accepté de me détacher sur 10 jours pour une représentation syndicale, à condition bien sûr que je justifie que j'allais bien pour ça. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un établissement qui est compréhensif sur ça, qui me permet de me détacher sur une dizaine de jours dans l'année. Et après on se répartit les temps de présence avec les autres membres du syndicat. Voilà, si quelqu'un est en difficulté pour aller ce jour-là, on arrive à se débrouiller pour représenter à sa place. Merci. Oui. Ma question, c'est comment chacun d'entre nous, ici et ailleurs, on peut participer, aider justement à la valorisation de cette profession ? Alors, je pense que ce dont souffre la profession depuis maintenant un moment, c'est un manque de connaissance de la part du grand public. Déjà, ça, c'est une première chose. Je pense que quand on rencontre les élus, que ce soit les élus locaux, les députés, voire même parfois même un gouvernement, il y en a assez peu qui savent ce qu'est un IPA, ce qu'il fait. Donc déjà, si ça passe qu'un IPA, le cadre réglementaire, par exemple, ils le connaissent encore moins. Les problèmes de rémunération, ils les connaissent encore moins. Donc déjà, je pense que faire participer à connaître ce métier, par exemple, aujourd'hui, dans le cadre d'un congrès, c'est déjà une bonne chose. Aller à la rencontre des élus, même vraiment les élus locaux, hein, c'est déjà une première chose. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les élus locaux, c'est la base de tout, et eux-mêmes font remonter les choses plus haut. Donc, prendre contact avec des élus, discuter avec eux, prendre des rendez-vous, leur expliquer les problématiques, les inciter par exemple à poser des questions au gouvernement, ce genre de choses, ça peut déjà être une très bonne étape, sans forcément s'engager pleinement dans un syndicat par exemple et prendre beaucoup de temps. Déjà, faire connaître la profession auprès même des associations de patients, discuter avec eux. Nous, c'est vrai qu'on a essayé aussi de maximiser ce lien-là avec des assos comme France Asso Santé, l'Association des maires de France, etc., qui représentent beaucoup de monde, pour qu'eux aussi le fassent connaître et que les gens, au final, aient une connaissance, même s'ils ne savent pas précisément tout en détail, qu'ils sachent ce que c'est un IPA, en fait. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si on prend des personnes dans la rue, on leur demande ce que c'est un IPA, ils vont penser plus rapidement à la bière qu'à nous, déjà. Et ils ne savent pas ce que c'est, donc il faut expliquer. C'est ce qu'on a aussi demandé au pouvoir public, c'est d'avoir une campagne un peu de masse sur la présentation de la profession, qu'on nous promet depuis maintenant quelques temps, mais qu'on n'a pas encore eu. Alors il y a eu des reportages qui ont été faits à la télé sur des grandes chaînes en plus. Donc ça c'est une très bonne chose pour ceux qui arrivent à y passer. C'est une très belle étape. Et je pense qu'il faut continuer sur ça. En fait, il faut aussi se rendre compte qu'on a chacun nos points forts, nos points faibles, nos spécificités. Et je pense qu'il faut y participer avec ce qu'on peut faire. C'est pas vouloir à tout prix faire un truc en particulier parce que ça a été dit, mais c'est faire ce qu'on est en capacité de faire et
faire connaître la profession, quoi. Une autre question là-bas. Oui, bonjour. Alors moi, je sais pas si tu peux peut-être nous renseigner, mais on parlait, on voit des collègues là qui ont négocié avec leur directeur d'établissement des avancements de grade avec des signatures d'arrêtés. Donc je crois que c'est l'article 14. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, parce que apparemment, il y a quand même pas mal de chefs d'établissement là qui ont accepté de faire ces avancements de grade, et donc du coup, et là pour le coup, c'est un vrai changement au niveau de la rémunération. Donc, est-ce que vous, où vous en êtes de cet article 14 ? Est-ce que vous en avez discuté ? Est-ce que vous l'avez négocié ? Quelles sont les positions ? Nous, on est en train de faire un petit peu l'état des lieux là, de collègues un petit peu en France qui ont vécu ça. Est-ce que vous avez fait un état des lieux de tous ces gens qui ont eu justement, qui ont pu négocier cet arrêté ? Ouais, c'est vrai que c'est un article, c'est un point qui cristallise beaucoup de tensions au niveau des établissements. Alors, effectivement, nous, on s'est saisi de cet article il y a un petit moment déjà. On avait fait des analyses juridiques, d'accord, qui montrent qu'effectivement, il peut y avoir cette reprise d'ancienneté. Donc, nous, on a fourni un document avec des juristes qui détaillent l'argumentaire juridique, et on le fournit à toutes les personnes qui nous le demandent, pour que ces personnes-là puissent aller négocier avec leur direction. Et alors, il faut savoir une chose, c'est que l'article 14 est une possibilité et pas une obligation. Donc c'est là aussi la problématique. Et malgré ça, même s'il y a des établissements qui disent que notre analyse juridique n'est pas la bonne. Donc, bon, après ça, c'est des débats juridiques qui pourront être tranchés que par une jurisprudence peut-être un jour. Mais effectivement, nous, on peut fournir aux gens qui le souhaitent un argumentaire juridique pour le soutenir devant les directions, ça, c'est pas un souci. Après, il y a un petit état des lieux officieux qui est fait avec une liste d'établissements qui circulent pour les personnes qui ont réussi à avoir ça. Après, ça ne garantit pas de la réussite de la négociation derrière, mais ça peut aider. Donc effectivement, s'il y a des personnes qui sont en demande par rapport à ça, vous pouvez nous contacter, il n'y a aucun souci, on vous donnera les documents qu'on a fournis par rapport à ça. Oui. Tout à l'heure, tu parlais des négociations que tu avais eues, et du coup, ça en était où en conclusion ? Même si maintenant c'est avorté, les termes au niveau de la rémunération, ça en était où en fait dans la négociation ? Alors, l'objectif était que ce qui était entrevu, c'est le fait que quelqu'un qui allait faire des études, une fois qu'il revenait, était payé avec une différence infime. Et donc l'objectif était d'arriver à créer une vraie attractivité par rapport au retour en formation. Donc on n'avait pas de chiffres précis, de chiffres écrits sur la table, mais l'objectif était vraiment d'arriver à faire d'autres parcours pour qu'une personne qui avait fait une formation de 2 ans puisse revenir avec un écart salarial qui correspondait avec son niveau de formation. Donc en fait, ça c'était vraiment, et c'est là où je dis tout à l'heure, le ministère de la fonction publique voulait faire un petit peu un exemple de notre profession pour illustrer ça. Parce que c'est vrai qu'on fait partie des professions, notamment à l'hôpital. Il y avait peu de professions, par exemple les cadres de santé partent 1 an ou autre. C'est que là, nous, on fait partie des nouvelles professions qui partent sur 2 ans. Et ils voulaient prendre en exemple notre profession pour dire, vous voyez, ces personnes-là sont allées se former. Derrière, il faut les reconnaître quand elles reviennent. Donc on n'avait pas de chiffre, je ne peux pas te dire un chiffre précis, plus 200, plus 300, plus 400 euros. Mais l'objectif était de faire une vraie différence significative au retour en tout cas. Après, il ne faut pas perdre de vue une chose aussi, c'est que même si, par exemple, on arrive à avoir l'article 14 qui permet d'avoir un écart salarial au retour, sur la diapo que j'ai présentée sur l'écart salarial, à la fin de carrière, l'écart il est très loin de ce qu'on pourrait espérer malgré tout. Il est de l'ordre, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était 7-8%. Donc en fait, même si on arrive à travailler sur la différence au retour, il va falloir qu'on arrive à obtenir une différence à l'arrivée aussi. Sinon, ça n'a pas d'intérêt en fait. Parce que si c'est pour se retrouver au plafond de la grille très rapidement et ne plus bouger, ça n'a pas de sens non plus. En fait, la difficulté, c'est qu'il y a peu de continuité sur les ministères de la Santé aussi sur ces questions-là. Par exemple, quand c'était M. François Braun, le ministre de la Santé, il s'était engagé à ce que les IPA aient une meilleure rémunération. Il en avait fait une promesse publiquement. Malheureusement, il est resté que quelques mois et il n'a pas pu mener ça à bien. Avant ça, on avait M. Véran qui avait promis une UNBI, qui n'était pas dans le traitement indiciaire, mais qui était quand même de l'argent en plus, qui est parti avant de pouvoir la mettre en place aussi.
Donc en fait, voilà, on souffre aussi beaucoup de ce manque de continuité. Et on le voit sur tous les textes, tous les aspects qui nous concernent. Les ministres restent très peu de temps et du coup, n'ont pas le temps de mener tout à bien. C'est la grosse difficulté qu'on a. Pour compléter, cette difficulté qui est propre à notre profession d'IPA, elle est la même aussi pour les cadres de santé, pour les IAD, pour les PUR, les IBOD, dans des mesures tout à fait comparables. Donc c'est aussi une difficulté de la fonction publique hospitalière, de toutes les fonctions publiques en fait. Donc ça veut dire que quand il y a des négociations un peu spécifiques sur cette dynamique-là, il faut passer par ce ministère, mais pas uniquement. Il faut aussi passer par les ministères de la Santé pour ce qui nous concerne. Donc ça demande aussi une coordination des négociations entre ministères, et c'est franchement un petit peu compliqué, hein, quand même. Donc voilà, c'est vous dire la complexité de faire bouger cette machine de la fonction publique hospitalière. Et là, on est vraiment la preuve de cette difficulté-là, clairement. Effectivement, comme tu le dis, c'est de l'interministériel. Qui dit interministériel dit interlocuteurs différents. Pour arriver à faire converger tout le monde dans le même sens, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Je vais juste rajouter une petite on remarque. On a le temps, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était par rapport au fait que voilà, les IBOD, tous les corps étaient concernés. À une petite nuance près, en plus de la rémunération, c'est que nous, par exemple, là en ce moment, on est en train de négocier le fait qu'on ne rentre pas non plus sur des postes infirmiers. Et ça, moi je l'ai déjà évoqué sur un congrès à Paris avec l'Amphipa aussi, qui devait défendre ça au niveau du ministère, où on nous a répondu gentiment que voilà, notre métier socle, c'était infirmière, et qu'effectivement, ça posait pas de problème à tout le monde. Donc, on a expliqué quand même que les IBOD, alors on nous a expliqué que les IBOD, ben non, mais en même temps, elles sont au bloc, elles sont indispensables au bloc, donc elles ne sont pas interchangeables. Et nous, il semblerait qu'on soit les seuls du corps, de tout ce corps-là, où nous, on pourrait être interchangeables. Et actuellement, nous, on est encore en train de le négocier dans notre hôpital, puisqu'ils ont décidé, une fois par an, qu'on aille avec sur les grilles infirmières, remplacer. Enfin, on est en renfort en plus, parce qu'on estime que, voilà. Alors, on est en train de discuter de ça, parce qu'on dit que l'implantation des IPA est déjà compliquée. Alors, si en plus, voilà, on n'est encore pas très clair sur notre rôle, et puis ça implique aussi au niveau organisationnel des choses compliquées, puisque ça veut dire qu'on annule une journée de consultation pour entrer un samedi ou un dimanche, où bien évidemment, on n'est pas rémunéré non plus, et où on ne peut pas faire les IPA. On est infirmière. Qui fait ton métier pendant que toi, tu ne le fais pas. Donc c'était juste une petite nuance aussi en plus de... C'est une réelle problématique. Donc, l'enquête, j'ai surtout présenté sur la rémunération tout à l'heure. C'est un aspect qu'on a étudié dans cette enquête-là aussi. Alors, j'ai plus le chiffre précis en tête, mais il me semble qu'il y a à peu près 20% des IPA qui ne reviennent pas sur un poste IPA. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord repris en tant qu'IDE. Et la moyenne d'attente avant de prendre un poste IPA, je crois, est de 8 mois sur un poste IDE, ce qui est énorme. En fait, au-delà déjà de la considération que ça apporte pour la personne, ça pose aussi de vraies questions d'argent public au final. C'est-à-dire qu'un hôpital dépense beaucoup d'argent pour former une personne et après il n'utilise pas les compétences pour lesquelles il a été formé. Donc ça pose énormément de questions et ça c'est un sujet qui pour le coup on a présenté aux différents ministères avec lesquels on discute. Ils ont été très surpris parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de ça. Et ça c'est aussi une chose qu'on essaie de faire connaître puisque pour les professionnels c'est très difficilement acceptable en fait, d'être partis se former et de ne pas exploiter ce pourquoi ils ont été formés. C'est aussi étudié dans certaines études où on voit qu'il y a des burn-out à cause de ça parce que les gens en fait, sont qualifiés pour quelque chose et on ne les fait pas travailler pour ça. Donc c'est une problématique qui est vraiment à prendre à bras le corps pour essayer justement de faire comprendre que ce n'est pas normal de faire ça. Et c'est encore pire, je dirais, pour des établissements privés. Parce que là, pour le coup, eux, c'est leur propre fonds qu'ils ont engagé. Donc, en gestion RH, ça n'a pas de sens. D'une, c'est éthiquement ou moralement très discutable. Je pense que réglementairement aussi, c'est très discutable également. N'importe quel corps de métier, si tu me dis si je me trompe, hein, mais il me semble qu'au sein de la profession infirmière, effectivement,
les IBOD ou les IPA peuvent réglementairement revenir ponctuellement pour des raisons très limitées, revenir sur un poste IPA, mais c'est sur des temps très ponctuels, en urgence, entre guillemets, ou pendant la pandémie, par exemple, pour des situations, des missions très concrètes. Mais un IPA est embauché comme IPA, avec un contrat IPA et une grille IPA. Son métier, c'est pas infirmier. C'est pas la même chose. Donc, réglementairement parlant, je pense que c'est extrêmement discutable auprès de... ouais. Donc, faites-vous aider, soit par l'UNIPA, l'UNIPA est là évidemment pour ça, mais un juriste, une aide juridique peut aussi vous aider sur ce plan-là. Et au-delà de ça, c'est là que tu vois la nécessité d'avoir un cadre juridique beaucoup plus clair et propre. En fait, la façon dont est fait le Code de la santé publique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un titre préliminaire. On n'est pas vraiment dans le corps des infirmiers, si tu veux, mais on n'en est pas vraiment extrêmement détaché non plus. Et tant qu'on sera dans cet entre-deux-là, on sera toujours embêté parce qu'il y aura toujours ce flou. On te dira toujours, oui, mais à la base, tu es infirmier. D'accord, à la base, on est infirmier, sauf qu'aujourd'hui, on est dans la discipline infirmière, mais on est infirmier en pratique avancée. D'accord, on est formé pour ça, c'est notre profession. Aujourd'hui, on a besoin de cette reconnaissance-là et le distinguo, c'est vraiment pas pour faire polémique ou quoi, mais il faut qu'on ait ce distinguo, il est nécessaire. Et c'est pour ça que nous, on a plusieurs façons d'entrevoir un statut juridique plus clair. Il faut trouver la meilleure option. Il y en a qui sont très bonnes, mais qui seront extrêmement difficiles à avoir d'un point de vue juridique. À l'heure actuelle, on pense que la profession médicale intermédiaire qui était portée par le gouvernement derrière le Ségur de la santé serait une des possibilités qui serait peut-être la meilleure à l'heure actuelle, qui permettrait d'enfin faire le distinguo. Oui, une autre question ? Attends, prends le micro. Merci. Peut-être que ce qui entretient le flou, en tout cas c'est comme ça que ça se passe dans mon établissement, c'est l'absence de grille d'évaluation spécifique à l'IPA. On Exactement. est toujours évalué en tant qu'IDE. Alors, pas de problème avec mon encadrement, hein, marqué expert partout, mais franchement, voilà. Encore une fois, c'est le statut. Il faut un statut plus clair sur ça aussi, parce que il y a la question de la hiérarchie qui se pose aussi. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Je n'ai pas trop parlé là non plus. C'est aussi un élément qu'on a regardé dans l'enquête. Et en fait, c'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable. Il y a le cadre de proximité, le cadre supérieur, le directeur des soins, le médecin, le directeur de l'établissement. Il y a absolument tout qui est utilisé. Et c'est là aussi où on aimerait une clarification pour l'évaluation notamment, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Donc ça fait partie de ces problèmes-là. Ouais. Ça va jouer sur la rémunération. Bien sûr. Donc, bien sûr. Ça n'a pas de sens et ça entretient ce flou et ça entretient effectivement ces espèces de glissements où on se retrouve, où il y a des collègues, de ce que j'entends, qui se retrouvent à remplacer en tant qu'IDE. Ça joue, j'irai même plus loin que ça, c'est que ça joue même sur les compétences que tu vas déployer dans l'hôpital. C'est-à-dire que, je reviens toujours à cette enquête, mais je trouve qu'elle était pas mal, elle renseignait pas mal. Ce qu'on voit, et là il n'y a aucune polémique que je vais vous faire ou autre, hein, c'est juste je dis les résultats de l'enquête. Ce qu'on voit, c'est que plus le supérieur hiérarchique de l'IPA va être à un niveau élevé dans l'établissement, plus l'IPA va pouvoir investir des missions larges dans l'établissement. Et à l'inverse, plus le supérieur hiérarchique va être à un niveau restreint, plus les missions de l'IPA vont être restreintes. Quand on sait ce que peut faire un IPA, quelle mission il peut investir, je trouve ça dommage de le limiter à un service. Je vais prendre un exemple tout bête, un IPA qui va travailler dans un service de cardio. Je trouve ça dommage de le limiter au service de cardio uniquement. Sa mention, c'est pathologie chronique stabilisée, prévention, polypathologie courante, etc. Il n'a pas que de la cardio dans sa mention. Pourquoi ne pas le déployer sur d'autres choses? Alors même s'il est plus spécifique sur la cardio, mais pourquoi le limiter juste à de la consulte en cardio alors qu'il peut faire d'autres choses? On voit que quand il va être encadré par le cadre de proximité, souvent il va être justement mis juste à une échelle, juste sur un petit service. Quand ça va être le directeur d'établissement ou le directeur des soins, il va être déployé sur toute la structure, il va pouvoir avoir plein de missions transversales. Donc tu vois, au-delà juste même de l'évaluation en elle-même ou autre, sur les missions que tu vas investir, c'est super important.
On voit ce qu'on retrouve le plus dans l'enquête, je crois que c'est le cadre supérieur de pôle. On voit que du coup, souvent, les missions vont être à l'intérieur du pôle. C'est dommage que l'IPA puisse peut-être pas aller sur un autre pôle s'il a des compétences spécifiques pour faire autre chose. C'est un exemple. Après, on peut ne pas être d'accord avec ça. Mais c'est aussi une illustration de ce qui peut être un frein aujourd'hui dans les structures. Merci. Merci Jordan. Merci à vous. On a un petit souci de train. La gare est juste à côté, je vous le rappelle. Je cherche Damien. Il est là, Damien. Ce serait peut-être le moment. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, ça me fait plaisir. Malice, tu veux m'accompagner? S'il te plaît. En fait, voilà, comme on a un petit problème de... Enfin, nous, non. Damien a un petit problème de train. Et en fait, à la fin du congrès, on devait proposer le passage de relais à nos futurs collègues pour l'année prochaine, à un autre établissement pour l'organisation de ce congrès. Et comme Damien doit partir un petit peu plus tôt, on va faire ça maintenant, comme ça. Alors du coup, je vais mettre la slide idoine. C'est bien. Est-ce que tu peux continuer de le bouger comme ça? C'est parfait. Oui, pardon, oui, je me représente, on se représente, enfin, voilà, Damien Giraud, IPA sur l'agglomération toulousaine, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Donc, moi, je travaille pour le secteur 3 avec ma collègue qui va se présenter rapidement, voilà, de pédopsychiatrie de la Haute-Garonne. Et suite à la première édition qui a été brillamment réalisée par nos collègues de Rouen, et bien forcément, ça fait émerger des idées, ça crée de l'émulsion. J'ai pu observer aujourd'hui, avec un peu de stress, qu'il y avait une forte émulsion pour les années futures aussi. Donc on va y réfléchir en attendant. Mais je te laisse te présenter vite fait aussi, parce que je ne suis pas seule à l'organiser. Oui, Lydiane Brevard, du coup, je suis IPA fraîchement diplômée et je suis, comme Damien, sur le secteur 3 de pédopsychiatrie et je travaille plus précisément avec les adolescents. Donc, Toulouse, mais Occitanie aussi, puisque c'est important aussi de voir aussi la dimension régionale de cette prochaine journée. Vous avez une date, novembre 2025. Évidemment, il n'y a pas encore... voilà, il y a des surprises qui arriveront. Petit à petit, vous serez informés, comme nos prédécesseurs l'ont réalisé brillamment. C'est eux qui nous ont donné l'envie. Et aujourd'hui, La Roche-sur-Yon remet la barre très haute. Je les remercie, et pas forcément beaucoup non plus. Ça met vraiment le stress. Mais on vous attend nombreux. Il y aura un programme sublime aussi. On va beaucoup vous solliciter pour les propositions d'intervention. On va vous solliciter à plusieurs reprises. Donc on compte sur vous. Cette fois-ci, c'est dans le sud-ouest. Donc même ceux qui viennent de loin, venez. Nous, on fait l'effort depuis 2 ans de venir très loin. Donc on compte sur vous. En tout cas, merci beaucoup et on vous attend nombreux l'année prochaine. Alors vous n'allez pas repartir... Vous n'allez pas repartir les mains vides. Dans le train, voilà, ça va être un petit peu compliqué, mais un objet transitionnel. Tout. Voilà, c'est ça. Nos collègues de Rouen n'avaient pas eu le temps de nous proposer quelque chose, donc on a cherché, on a eu plein d'idées. Des faux d'aubergines. Des faux d'aubergines. C'était une des idées. C'est un petit peu l'emblème informel des IPA, psychiatrie, santé mentale, mais bon. On a préféré faire travailler localement nos... Super. Oui, on pourra faire une grafouille. Génial. Pour courir à la gare, ça va être parfait. C'est super. C'est super. Donc merci et bon voyage, bon retour du coup. Et puis à l'année prochaine. J'espère que nous pourrons... Monsieur Bulto me fait signe que oui, mais j'espère que nous pourrons nous y déplacer tous ensemble, IPA de l'établissement. Le congrès national IPA est un congrès donc itinérant. Il n'y a aucune structure qui le
comment dire, qui fait vraiment le passage de relais. Pour le moment, ça c'est vraiment de manière très très informelle. On va essayer de structurer ça parce qu'il y a beaucoup d'établissements. Je crois que Damien, tu as pu échanger avec plusieurs personnes qui voulaient, qui étaient très motivés pour faire ça. Donc on va essayer de structurer. L'idée, c'est aussi voilà, vous l'avez vu, c'est beaucoup de travail d'une année pour organiser tout ça. Donc l'idée, c'est de passer aussi tous les outils qu'on a mobilisés, comme l'on fait Rouen pour nous, tous les outils qu'on a utilisés, tout ce qu'on a construit. On va évidemment passer ces informations-là pour la suite. Un partenariat quand même, juste je vous le dis en passant, on a quand même construit plusieurs partenariats. Un des partenariats qu'on a pu mettre en place, c'est avec la revue Santé Mentale. Donc vous avez trouvé dans vos tote bags des revues de santé mentale. C'est un partenariat qui va se poursuivre. Bien sûr, qui sont prêts à continuer avec le suivant.